Puis c'est la première que Data Sport Talk s'exporte sur LinkedIn, parce que d'habitude on est sur YouTube et sur TikTok, où on fait pas mal en fait de vidéos, on propose en fait de l'analyse tactique, on essaie de rendre la data en fait au plus grand monde et surtout de la faire comprendre au plus grand monde. Et aujourd'hui en fait je me suis dit pourquoi pas faire une capsule sur LinkedIn, parce que c'était intéressant, comme je postais pas mal de choses, je me suis dit ben pourquoi pas. Voilà, j'ai le matériel pour faire tout ça et partager avec vous. Donc aujourd'hui, on va prendre une simulation très simple. Je suis data analyst au Paris Saint-Germain. J'ai Luis Enrique en fait qui me demande d'analyser, de préparer le match du PSG contre le Bayern de Munich. Et il me demande en fait de voir si j'avais des choses que lui forcément n'aurait pas vues ou de confirmer des choses que lui a vues, mais que c'était intéressant pour lui de savoir ça pour pouvoir, entre guillemets, travailler avec son staff et mettre en place un schéma tactique pour contrecarrer ou pour accompagner. euh, Tout dépend des choix, bien sûr, des coachs, mais l'équipe adverse. La problématique, en fait, on part d'une problématique assez simple, c'est une problématique de poste, ce que nous, on va appeler dans la data aujourd'hui des constructions administratives. Donc, on part tous du principe que quand on a un effectif, on a des défenseurs, des milieux, des attaquants, et que le fan de football ou la personne qui est dans le football voit ça à travers ses yeux, tout simplement. Voilà, une défense, un milieu, une attaque. Aujourd'hui, ça décrit pas forcément la fonction réelle des joueurs, surtout dans un football comme aujourd'hui, où un système tactique, en fait, il devient fluide, un peu mouvant, où on a pas mal de changements et pas mal d'incertitudes aussi au travers des postes, mais aussi de l'animation dont fait preuve certaines équipes, et notamment celle du Bayern de Munich qui va affronter le PSG donc demain en Ligue des Champions. Et donc, mon objectif, c'était d'utiliser un apprentissage non supervisé pour identifier ce qu'on va appeler, nous, des rôles fonctionnels et basé sur la performance, bien sûr, quantitative, afin de découvrir des anomalies, ce qu'on va nous appeler tactiques dans le football, ou des anomalies tout court pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées à ça. Le choix d'algorithme, en fait, il s'est porté simplement sur Kamins. J'ai sélectionné l'algorithme Kamins, en fait, tout simplement pour sa robustesse et le clustering, ce qu'on va appeler partitionnel. Pourquoi Kamins? Parce que l'objectif n'est pas de trouver des anomalies isolées. Sinon, dans ce cas-là, j'aurais utilisé un DB-scan et puis ce serait utile. Ou même de comprendre une hiérarchie complexe, ce que le clustering hiérarchique qui ferait tout simplement. L'objectif, en fait, c'est de forcer chaque joueur dans l'un des cas, rôles, comme on va appeler, distincts. En fait, le Kamins, c'est optimal pour cela, car il crée des groupes, ce qu'on va appeler des clusters, dont les membres sont les plus similaires au centre, donc les centroïdes, de ce rôle. La distance, ce que nous, on va appeler des métriques, donc c'est-à-dire entre le centroïde du joueur et les métriques, bien sûr, sera expliqué avant. Et la métrique utilisée, c'est ce qu'on va appeler la distance euclidienne. Donc c'est la distance euclidienne qui est utilisée pour le standard de cet algorithme. Tout simplement parce que ça nous permet en fait de pouvoir poser au centre l'archétype du joueur même précis. Et autour, cette distance va nous permettre, entre guillemets, de pouvoir rapprocher l'un ou l'autre, de faire passer un joueur d'un cluster à un autre. Et voilà, tout simplement. Bon, c'est maintenant que j'ai toute la donnée, je connais mon rôle, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux réussir, en fait, mon analyse tout simplement, je connais mes problématiques, il va falloir que je cherche les choses. Par contre, donc, je dois récupérer un ensemble de données. Cette donnée, en fait, elle est problématique parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs obstacles qui vont se confronter à moi, et je vais vous l'expliquer. Dans un premier temps, on va filtrer la donnée, c'est-à-dire, en fait, on va exclure tous les joueurs du Bayern de Munich qui ne sont pas forcément intéressants dans l'analyse, notamment sur le nombre de minutes jouées, sur les 90 minutes jouées, il y a des joueurs qui jouent pas en fait tout simplement. Bien sûr, c'est pas forcément une erreur d'analyse de pas les mettre. Ça, bien sûr, ça dépend au coach de vouloir demander lui l'analyse. Mais par contre, nous, en termes de data, on peut pas analyser le néant, même si on pourra analyser des rapports, des choses qui pourraient être mises par rapport à des scouts ou des choses qu'on a dans le passé. Par contre, sur les joueurs qui n'ont pas encore joué, c'est une perte de temps actuellement sur la data parce que c'est une donnée forcément qu'on n'a pas. Quand ensuite j'ai filtré tout ça, il va me rester la donnée pure comme elle est. Maintenant, cette donnée pure, je vais devoir la choisir. Je vais devoir, en fait, comme je vous l'ai dit, on va créer donc des clusters. Chaque cluster va correspondre à un joueur type. Ce joueur type va se retrouver au centre. Dans ce joueur type, il faut que je lui attribue des données. Donc, on va prendre plusieurs vecteurs, donc plusieurs data, qui vont nous permettre, en fait, d'avoir, entre guillemets, des features qui nous permettraient de pouvoir dégager toutes les phases du jeu qu'on pourrait trouver dans un match de foot. Donc on va prendre un vecteur qu'on va l'appeler pression, on va prendre donc les tacles dans le tiers offensif plus la récupération. Ça va nous permettre en fait de pouvoir analyser la qualité du pressing du joueur. On va prendre un vecteur duel avec les tacles et les interceptions, un vecteur progression, donc avec les portées progressives
porte la balle vers l'avant, mais aussi les distances qu'il parcourt avec la balle au pied, donc ce qu'on va appeler les distances progressives. On va utiliser un vecteur de possession, tout simplement, par rapport aux passes tout court, et aussi un vecteur progression avec la passe, donc des passes progressives qu'il va apporter, donc des passes qui vont vers l'avant. On va aussi utiliser un vecteur création, donc avec les actions qui vont créer des tirs, et aussi les passes qui ont lieu dans la surface, c'est super important. Et enfin, le vecteur finition qui va nous permettre de pouvoir mettre en avant un attaquant type et savoir le nombre de passes, par exemple, qu'il a touché dans la surface ou pas. La problématique, c'est qu'une fois que j'ai récupéré toutes ces datas et que je vais devoir, entre guillemets, créer mes vecteurs avec et donc créer l'ensemble donc, de mes clusters auxquels je voudrais attribuer les joueurs, j'ai une grande problématique qui se pose, notamment dans le vecteur qu'on va appeler le vecteur progression. J'ai les portées progressives, les distances progressives. Mais pour comparer tout ça, j'ai une grande problématique, c'est que la distance progressive, elle est en mètres. Et enfin, j'ai les actions, par exemple, menant un tir, qui vont représenter donc 3 sur tous les 90 minutes. Je ne peux pas me permettre en fait de les comparer à quelqu'un qui fait 10 000 mètres. Donc en fait, la donnée qui est mélangée, 10 000 mètres qui va s'afficher en tant que 10 000 dans mon tableau Excel ou dans mon CSV avant d'être analysé dans mon, entre guillemets, dans mon notebook, il va poser une problématique parce qu'en fait, il va devoir se mélanger avec des chiffres qui sont pas à la même échelle, en fait, tout simplement, et qui vont représenter, en fait, entre guillemets, un déséquilibre complet et qui vont manger, en fait, ma data. Donc moi, pour pouvoir me permettre de mettre toutes les données sur un pied d'égalité, je vais faire ce qu'on va appeler une normalisation, ce qu'on appelle un scaling en anglais, et on va appliquer un standard, donc un standard scaler, ce qu'on appelle nous un Z-score, qui est obligatoire, en fait, dans ce cas-là. C'est quelque chose qui va être bâti, donc on va prendre, en fait, la donnée, on va lui donner la même échelle entre 0 et 1 et on va garantir qu'aucune métrique en fait ne domine réellement ou injustement le calcul de la distance euclidienne. La distance euclidienne, comme je vous l'ai dit, le centroïde avec le joueur parfait, un delta de 0 à 1 et qui crée en fait cette distance qui permet à un joueur au-delà de cette distance de passer d'un cluster à un autre. Voilà, tout simplement. Donc on a nettoyé notre data, qu'on a tout mis en place, qu'on a normalisé, qu'on est prêt en fait entre guillemets à essayer de voir quel joueur appartient à qui, à quoi. On va déterminer le fameux cas comme je vous l'ai dit, donc de l'algorithme Kamins, donc le cas qui va déterminer en fait le nombre de rôles. On va utiliser une analyse qu'on appelle la méthode du coude. Pour les gens dans la data, ils connaissent ça, on appelle ça une elbow méthode qui a été exécutée en fait en traçant l'inertie intra-cluster. Donc pour un K égale 1 jusqu'à 10, comme je vous l'avais dit. La courbe elle a montré un point d'inflexion clair qui est à K égale 5, indiquant que l'ajout d'un 6e cluster n'y apportait pas forcément une réduction significative de l'inertie. Un K égale 5 qui correspond parfaitement à une interprétation métier logique. Donc on a le K1 gardien, K2 défense pure, K3 milieu progresseur, K4 créateur ailier et K5 finisseur. Donc là en fait on a couvert l'ensemble en fait de ce qu'on pourrait trouver dans un terrain de football, c'est-à-dire en termes de poste, en termes d'évaluation pure, et que si on allait au-dessus de cela, en fait, on aurait des données importantes, mais on n'aurait pas forcément... en fait, on part au-delà de ce qu'on pourrait couvrir dans un match de foot. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc on s'était dit qu'on prenait que 5 clusters pour pouvoir analyser tout ça. Le premier cluster, c'est le gardien, forcément. Donc les gardiens, je ne pense pas qu'on aurait une analyse de joueurs qui correspond au gardien, parce qu'on n'a pas de joueurs qui prennent le poste du gardien pendant le match, à part quand il y a un carton rouge. Mais bon, ce serait une anomalie et qui serait grotesque d'analyser en termes de données. Par contre, on va analyser les centroïdes et on va trouver des anomalies. Et c'est là, en fait, que ça va être intéressant. Après l'entraînement du modèle, l'analyse des centroïdes, donc le profil moyen de chaque cluster, comme je vous l'ai dit, il révèle l'architecture du Bayern. Donc, il m'explique que le cluster 1, ce qu'on va appeler le pilier aérien, le centroïde, en fait, il est défini par le pourcentage de duels aériens gagnés, des tacles et des interceptions qui est très élevé. On a notamment le centroïde qui est représenté par le joueur Jonathan Ta, qui lui a plus de 68,8% de duels gagnés, qui est l'archétype de ce cluster. Ensuite, un cluster 2, où on aurait ce qu'on appelle nous des défenseurs progresseurs. On a un centroïde qui est défini par des PRGC, donc des passes progressives, des distances progressives sur 90 qui est très élevé, mais avec un duel aérien très faible. Donc on a en chef de file, en centroïde, ce qu'on va appeler donc Dayo Upamecano, qui lui a 1824 mètres de progression balle au pied et qui gagne 42,9% de ses duels aériens. Donc on est vraiment sur l'archétype de ce cluster 2. Le cluster 3, un milieu contrôle, ce qu'on va appeler le hub,
avec un centroïde défini par un volume de passes massif, bien sûr, des passes progressives surtout, donc des passes destinées vers l'avant et des touches de balle représentées par Joshua Kimmich, qui est l'archétype. Et enfin, un cluster 4, où on va en fait se concentrer sur les finisseurs cibles, tout simplement, avec Harry Kane, hein, tout simplement. C'est la personne qui reçoit les passes progressives le plus dans cette équipe-là. C'est quelqu'un qui qui touche le plus de ballons dans la surface et puis qui marque et qui surperforme, tout simplement. Il y a une anomalie qui s'est présentée à moi, en fait, pendant cette analyse-là. Je me suis posé la question, une question qui va vous intriguer. Cette question-là, j'avais tous les joueurs placés dans tous les clusters sauf un. Et ce joueur-là, c'est Laimer, l'arrière droit. Donc je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment un joueur comme Laimer, en fait, il est défenseur, mais il n'est pas placé dans les algorithmes qui plaçaient les défenseurs. Enfin, dans les clusters, pardon, qui plaçaient les défenseurs. Et je me suis posé cette question en me disant, mais il y a une problématique sur Laimer. Et l'anomalie Laimer, j'ai regardé encore les clusters. Bon, voilà, j'avais Jonathan Tah avec les piliers aériens. Sur les défenseurs, j'avais Kimmich qui était dans le cluster up de contrôle, donc volume de passe, etc. Et Laimer n'était pas classé avec les autres défenseurs. Donc je ne comprenais pas pourquoi Laimer il était classé dans un autre cluster et j'ai voulu m'y intéresser. Donc le modèle Kamins, en fait, il identifie Laimer comme l'archétype d'un cluster unique. En fait, il est seul dans ce cluster-là. Et je me suis posé la question. Et c'est le cluster qu'on va appeler, nous, le K6 ou le K5 hors gardien. Ce qui va s'appeler moteur de pressing et KO. Du moins, je l'ai renommé de cette manière-là. On va analyser son vecteur. En fait, le centroïde de ce cluster-là, il est défini par des valeurs extrêmes dans des domaines contradictoires pour un défenseur. C'est-à-dire qu'il a des tacles dans le tiers offensif et pas dans son camp à lui. Un défenseur, la plupart du temps, il tacle chez lui, mais non, lui, il va tacler dans le camp adverse, mais aussi dans la surface adverse, ce qui est impressionnant. Notamment, il est numéro 1 dans l'équipe à ce niveau-là. Il a des portées progressives avec la balle pour un défenseur qui sont plus élevés que certains milieux de terrain, notamment Goretzka, où il a les numéros 2 dans l'équipe avec cette valeur-là. Il reçoit des passes progressives dans l'équipe où il est numéro 4, c'est lui qui reçoit le plus de passes. Et enfin, il a des tacles et interceptions. Bon, il est dans une valeur moyenne, mais ça ne lui permet pas de rentrer dans certains clusters. Donc si on fait une conclusion en fait, de cette partie 1 sur un clustering basique qu'on a analysé, en fait, le clustering, il prouve que Laimer, c'est pas un défenseur. Et que sa fonction, c'est celle d'un milieu de terrain box-to-box ultra agressif. En fait, un presseur-progresseur. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous avez vu, on repartait du contexte où on s'était dit, Luis Enrique, il me dit, voilà Zach, j'ai envie que tu analyses quelque chose, que tu me trouves en fait quelque chose d'intéressant. Là, on vient de mettre la main sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que tactiquement, en faisant d'analyse de clustering en fonction des données qui sont mentionnées par les joueurs, on a trouvé quelque chose d'intéressant. On a évalué que Laimer n'appartenait à aucun cluster propre aux défenseurs. Donc, on a une grille de lecture qui nous permet de dire que Vincent Kompany, le coach, utilise ce joueur-là à des fins différentes. Et pas d'une seule manière, à des fins répétées depuis le début de saison 2025-2026. Ce n'est pas une tendance qui est juste sur un match ou deux, c'est une tendance sur le début de saison. Donc Laimer, qui se trouve quelque part d'autre, forcément, nous, on le sait. Maintenant, on voit qu'il a un rôle complètement différent que tous les autres défenseurs ou toutes les personnes à vocation défensive du Bayern de Munich. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de voir, on va essayer de quantifier l'impact, en fait, de Laimer sur le jeu du Bayern de Munich. Parce que là, une fois que j'étais voir le coach et que je lui ai dit, écoute, coach, voilà, j'ai une anomalie statistique qui me prouve que Laimer, en fait, il joue de telle manière, qu'il a des données de telle différence par rapport à l'ensemble des défenseurs du Bayern, donc il est utilisé d'une manière bien spécifique. Le coach peut confirmer ou infirmer ce qu'il a vu lui en analyse tactique, en analyse vidéo tout simplement. Mais moi, voilà, je vais devoir lui dire, ok, il y a ce problème-là, mais je vais devoir le quantifier aussi, parce que c'est bien beau d'amener une analyse simple, mais il faut quantifier pour expliquer pourquoi et en quoi, en fait, ce rôle de Laimer et quel impact il a, en fait, sur cette équipe. Ce rôle-là existe, c'est forcément qu'il a un impact. Et on va regarder, c'est très intéressant. Et on va pouvoir en fait quantifier son coût et son bénéfice pour l'équipe, pour le Bayern de Munich bien sûr. Donc pour cela, on va utiliser une analyse d'impact en fait tout simplement, ce qu'on va appeler un XG+, XG-, donc une analyse on-off pour les experts en data. Et on a un résultat en fait de moins 0,26 XG par match. Donc ça veut dire que c'est le chiffre précis en fait qui pose problème, c'est que l'impact attendu net de l'équipe y est pire de 0,26 XG sur 90 minutes quand Laimer est sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que quand Laimer est sur le terrain, on perd 0,26 XG, donc possibilité de pouvoir marquer des buts. Je me suis posé une question, comment
un club comme le Bayern ou un coach comme le Vincent Kompany peut mettre sur le terrain un joueur qui lui fait perdre en fait une capacité de marquer. C'est pas possible en fait, il y a un souci. Et donc, là, on est parti chercher un peu plus profondément. Il y a une explication. L'explication, en fait, elle est simple. C'est que Laimer, dans son cluster, donc le cluster 5 hors gardien et cluster 6 avec gardien, il est massivement pondéré sur la progression et sur la pression. Donc, par définition mathématique, en fait, ces actions, elles l'éloignent de la zone défensive auquel il est assigné. Il crée ce qu'on appelle un vide tactique. Et ce déséquilibre positionnel, en fait, cette vacance, c'est un pari tactique qui est exploitable par l'adversaire via des transitions, en fait, tout simplement rapides dans l'espace libéré. Donc, si vous visualisez, vous avez un arrière droit qui monte très haut, et donc forcément, connaissant Paris, vous avez Nuno Mendes ou Barcola, s'il est aligné, qui pourront exploiter ça, voire même les milieux de terrain, et contrer en fait la tactique du Bayern de Munich à ce niveau-là. L'analyse des XG concédés, donc ce qu'on appelle nous des XGA, il le confirme. L'équipe, elle concède des occasions de meilleure qualité lorsque Laimer il joue son rôle de presseur-progresseur, donc c'est-à-dire ce rôle de très agressif vers l'avant. Par conséquent, même si son activité elle augmente en fait le XG pour, ce qu'on va dire, l'augmentation du XG contre, elle est supérieure. Donc en fait, ça conduit à un différentiel net négatif, comme je vous l'ai dit, de moins 0,26 XG, plus ou moins quoi. Si on fait une synthèse de tout ça, la synthèse, c'est que le Camins, en fait, il a permis d'identifier Laimer comme un moteur de pressing. Il quantifie le coût structurel de ce moteur à moins 0,26 XG par match. Par contre, ce coût structurel, et on se pose la question comment Vincent Kompany, avec l'ensemble des data analysts qu'il a, pourquoi il accepte de mettre Laimer alors que ça lui fait baisser son XG? En fait, non. Il faut aller chercher de la donnée ailleurs. Notamment la surperformance du Bayern. Et en fait, ce coût structurel-là, donc il est absorbé et totalement masqué par cette surperformance. Il faut savoir que quand un Bayern doit mettre 1 XG par match, par exemple, même si c'est une data fausse, mais je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc quand le Bayern est attendu à 1 XG par match, le Bayern en met 8 en réel. Donc 1 XG pour 8. On a une surperformance en fait de l'attaque du Bayern qui vient donc couvrir ce manque que Laimer produit sur l'équipe. Par contre, le Bayern il paye ce risque tactique, bien sûr, mais il gagne quand même grâce à sa finition surnaturelle. Si je ferais une conclusion stratégique en fait de l'algorithme, je dirais que l'analyse du clustering, donc Camins, après une normalisation bien sûr de la donnée et tout ce qu'on s'était dit, un choix des vecteurs plus ou moins intéressant qui pourrait couvrir l'ensemble de ce que pourrait proposer un match de football et notamment des joueurs pour pouvoir leur assigner un cluster précis et essayer de les placer pour essayer de comprendre comment ils jouent, on a vu que Laimer, qui est défenseur, n'appartenait à aucun des clusters qu'on avait prédéfinis pour les défenseurs et s'est retrouvé dans un autre cluster. Et ce cluster-là, en fait, c'était le cluster des joueurs moteurs de pressing, ce qu'on va appeler asymétrique, donc qui vont permettre d'y aller, quoi. Cette découverte, en fait, elle valide quantitativement le risque, parce qu'on a dit voilà, que Laimer, quand il est sur le terrain, on a moins 0,26 de XG de l'équipe, tout ça et tout. Par contre, on a aussi calculé le coût de ce système. Et on a expliqué pourquoi ce système était accepté du côté du Bayern à travers de la donnée. Pour conclure, j'étais voir Luis Enrique, il m'a dit « Ok, merci Zach, tout ce que tu m'as dit, je l'ai vu à la télé. » Je voyais Laimer monter et j'avais idée de pouvoir attaquer dans le dos de Laimer avec Nuno Mendes. Maintenant, la question est de savoir si Vincent Kompany va être capable, lui, d'accepter ça, sachant qu'en face de toi, tu as Nuno Mendes et Barcola qui sont très rapides, très vifs, que tu as un milieu de terrain assez technique. Faudrait voir la capacité à Joshua Kimmich de pouvoir bloquer, de passer donc du milieu de terrain à ce côté latéral droit où lui a joué toute sa vie. Et d'ailleurs, je comprends même pourquoi en fait il est choisi dans l'effectif avec Laimer à ce niveau-là, parce que je pense que les deux s'alimentent. Laimer peut jouer défenseur milieu de terrain défensif, voire plus. Enfin bref, vice-versa, quoi, c'est inverse. Mais en gros, Luis Enrique m'a remercié, puis je suis reparti au bureau de travail.